c'est que cette merde? C'est du cyclocross avec des pneus gravel. Tout va bien. Ça va? Ouais. C'est bon. Ah. Fais ta course. T'es sûr que ça va aller? Is she okay? Salut la team et bienvenue dans ma toute première vidéo de gravel. Nous allons découvrir ensemble The Traca, le plus gros événement gravel d'Europe devant les Coupes du Monde Gravel UCI. Ce sera donc une parfaite occasion de mesurer mon niveau sans entraînement dans cette discipline et de détecter les axes d'amélioration pour une nouvelle branche que Progress va développer à la demande des sportifs Progress, les championnats du monde Gravel UCI. The Traca a lieu à Gérone chaque année depuis 2019 et cette année, pour sa 7e édition, elle a su réunir 4500 cyclistes venus de 74 pays différents. Elle fait partie de la Gravel Earth Series. Cet événement, mélangeant cyclistes pro et amateurs, se compartimente en 4 courses. The Traca Aventure pour 560 km, plutôt réservé aux ultra-distances en quête de découverte. Il y a aussi la Traca 360 km, l'épreuve phare, plutôt réservée également aux ultras, mais cette fois-ci en quête de dépassement de soi avec un rythme de course. Et il y a enfin la Traca 200 km et la 100 km pour des durées de course plutôt typées grand fond d'eau, et dans mon cas, j'ai choisi le format 100 km pour découvrir la discipline et être sur environ 4 heures d'effort, un volume de course que je connais parfaitement, et de cette façon, il me restera plus qu'à voir si j'arrive à gérer la technique et la résistance face à l'effort type du gravel. C'est aussi le format qui se rapproche au mieux des épreuves de Coupe du Monde Gravel UCI sur lesquelles l'équipe Progress souhaite s'orienter. Pour me préparer à cet événement, Raphaël m'a emmené tout un week-end chez elle dans le Lot, où elle m'a fait découvrir son département dans des conditions un peu humides, à se demander par moments si nous étions en gravel, en cyclocross ou même en aquabiking. J'y vais alors. Ouais, vas-y. Je me fais emporter par le courant. Ah, moi je serais passée au milieu. T'as la moitié du vélo. C'est même pas la fin. Mais vous verrez que finalement, ces conditions climatiques étaient idéales pour un bel entraînement à The Traca 2025. Mais en dehors de l'entraînement, il m'a fallu refaire l'entretien de mon Cannondale Super 6 Evo, mon vélo de cyclocross, et changer le groupe ainsi que les roues. Legend Wheel m'a donc mis à disposition des roues Gravel RS4 en 39 mm, qui pèsent 1450 grammes et qui sont conçues pour s'adapter à tout type de terrain. Ces roues sont à disposition sur le site de Legend Wheel et je vous mets le lien en description pour que vous puissiez profiter de 5% de réduction avec le code CYCLISTEACTUEL -5%. Specialized a ensuite équipé ses roues de leur toute nouvelle gamme de pneus, à savoir les Pathfinder TLR, donc en tubeless taille 45. Le choix d'être en tubeless est assez logique. La plupart des pneus gravel sont en tubeless, notamment parce que ça permet d'amortir les chocs. Il y a beaucoup de pierres qui rentrent en contact avec les pneus et pour le coup l'idée c'est que le pneu puisse épouser la pierre pour ne pas crever et du coup pouvoir terminer la course, ça serait quand même mieux. L'équipe Specialized a décidé de me mettre à disposition ces pneus déjà pour pouvoir les tester puisque c'est leur nouvelle gamme, la plus adaptée au temps sec, avec une bande de roulement très lisse qui va me permettre d'avoir un maximum de performance sur la route, mais tout en gardant un maximum d'adhérence grâce à cette largeur 45, mais aussi grâce aux crampons qui vont devenir de plus en plus accentués dès lors qu'on s'éloigne de la bande de roulement. Cela va me permettre d'économiser pas mal d'énergie car ces pneus sont estimés 19% plus rapides, mais ils sont également 25 grammes plus légers que l'ancienne génération, ainsi que 30% plus résistants. Et du coup, la nouvelle gamme de pneus gravel de chez Specialized est composée en 3 gammes. Il y a la Pathfinder donc, que je viens de vous présenter. Il y a la Tracer qui va être la gamme la plus mixte, qui va vous permettre d'être un petit peu sur tous les terrains. Et la gamme Terra qui va vous permettre d'être vraiment adaptée à des temps humides. Pour ce qui est du groupe, on a été clairement embêté car mon vélo est équipé d'un dérailleur route et je ne peux donc pas mettre une grande cassette comme il le faudrait, d'autant plus que le circuit de The Traca est connu pour être très escarpé. Je suis actuellement en 36-10 sur 12 vitesses en SRAM et je n'ai pas d'autre choix que de rester sur cette cassette là puisque mon dérailleur de route n'accepterait pas d'avoir une cassette plus grande. Donc au niveau du plateau, on a été un petit peu restreint. Jusqu'à présent, j'ai été équipée d'un plateau en taille 42 qui passait plutôt bien sur du cyclocross, même si plusieurs fois on m'a dit que c'était un petit peu grand. Et là, pour le coup, j'ai pris la décision de passer sur un plateau en taille 40 puisque la Traca prévoit une grosse côte d'entrée de jeu et que je n'ai pas envie de poser le pied pour courir à côté du vélo. Donc,
En passant sur le plateau 40, en théorie, ça devrait le faire. 40, 36, ça reste quand même un petit peu juste. Il va falloir passer en costaud. J'ai les watts normalement, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est clair que idéalement, il aurait fallu que je passe en 38 en vue de la cassette que j'ai. Mais dans ces cas-là, je me serais retrouvée vraiment très courte sur les parties de replat qui sont un petit peu plus tard dans la course. Donc on a décidé de faire un entre-deux, étant donné que c'est une première fois, c'est un test. Je découvre vraiment le gravel et j'ai pas envie d'investir dans un nouveau vélo ou un nouveau groupe complet pour vraiment découvrir cette discipline. Donc dans un premier temps, ça suffira. Et bien sûr, si je deviens une mordue de gravel, il y aura d'autres modifications à faire pour que je puisse être dans les meilleures conditions possibles et réaliser les meilleures performances. D'ailleurs, avant de récupérer nos dossards et de profiter du village, nous avons fait notre déblocage avec Raphaël dans la première bosse, histoire de prendre la température. En direct de la reconnaissance de la Traka à 100 km. 7 km et demi de col au bout de 5 bornes. 30 degrés. Et ce putain de col. Plus de 18% là. Par moment avec que des paliers. Je suis tout en haut de la cassette, j'ai pas le bon montage. Ça va être génial demain. J'égouline déjà partout. Bon allez. Bonjour. Et à demain. Mais ce qui est bien dans le gravel, c'est que l'ambiance est si bonne qu'on oublie vite les moments difficiles. Make noise, this is the Traka Spirit! Only hold 40 seconds, revolution, 30 seconds to close the best week. Ça y est, c'est parti. Allez, Allez, c'est parti pour mes premiers mètres de gravel. Il y a un départ fictif, donc ça roule pas très vite, mais surtout ça bouchonne, car je suis très mal placée. Nous sommes arrivés tard sur la ligne de départ, car Raphaël ressentait le besoin de bien s'échauffer, et personnellement, je préfère toujours démarrer à une bonne place et m'échauffer lors du fictif. Je ne sais pas qui avait raison, et je pense que cela dépend aussi des personnes, mais surtout, aujourd'hui, avec le fait que dans 5 km on entame les 7 km les plus difficiles de la course, je peux comprendre que Raphaël ait voulu bien s'échauffer. J'avoue aussi qu'avec une telle ambiance, je ne me sens pas du tout en course, mais plutôt en rando-aventure. J'ai pas envie de me stresser sur le placement et je me dis que de toute façon, aujourd'hui, j'ai aucune chance de scorer, étant en pleine découverte et face à des cyclistes professionnels partis en sas prioritaire. Je ne vois même pas Raphaël faire le job pour se replacer et donc partir devant moi. Une fois sur la route, je me mets un petit peu plus dedans car je pense à ce fameux petit virage à droite qu'on va prendre au bout de 3 km pour passer d'une grande route vers un tout petit chemin et il y aura alors un énorme effet accordéon. Je ne prétends pas pouvoir gagner, mais mon objectif aujourd'hui est de voir si j'ai le niveau de pouvoir aller aux qualifications des championnats du monde Gravel UCI. J'ai donc l'ambition de faire un top 25% féminin, mais je n'ai même pas connaissance du nombre de femmes présentes. Raphaël m'a cependant dit que l'année dernière, il y avait autour de 120 femmes et qu'elle avait fait un top 20. Étant plus expérimentée que moi, je mise donc sur un top 30 qui me paraît raisonnable, tout en me permettant d'entrer dans l'objectif des 25%. Mais alors que la course ne fait que commencer, une averse de grêle nous tombe dessus. Ah, c'est génial! Viva España! Ah, c'est trop bien! De la pluie était prévue pour 14 h, il est 8h30, impeccable. En vue de l'intensité de la précipitation, ça va être sympa dans les chemins, surtout avec des pneus temps secs. Mais je ne m'inquiète pas, je suis dans un espèce de mood qui me dit « T'inquiète, il y a tellement d'éléments que tu maîtrises pas aujourd'hui que t'es même plus à ça près. » Donc limite, ça me fait rire. 1 kilomètre plus loin, je reconnais Jennifer qui travaille chez Specialized France et que j'avais rencontrée lors de ma visite au siège. Ça va? Ouais, ma première gravel. Ouais, mais j'ai pas le bon braquet.
J'ai un braquet beaucoup trop gros pour ce qu'il nous attend. J'ai fait la reco hier, je l'ai bien rigolé. Putain, Raphaël, elle est devant. Le fait de voir Raphaël devant me booste à remonter. On a envie, elle et moi, de se faire une course ensemble, mais sans s'attendre pour autant. Plutôt en se tirant vers le haut pour performer toutes les deux. On arrive donc ensemble sur l'intersection pour rejoindre le petit chemin. Et là, c'était prévisible. C'est n'importe quoi. Ça va là. Ça va faire des écarts et trouver. Ça me fait rire tellement c'est le bazar. Mais en vrai, ça prouve que même si dans le gravel ça frotte pas autant que sur la route, le placement est finalement encore plus important. Quelques mètres plus tard, on entame la grosse difficulté du circuit avec le col Puig Estella, annoncé sur 6,8 km pour 4,6% de moyenne. C'est parti! Mais en réalité, ça va être vraiment plus raide, car ce col est en palier et se compose plutôt en deux parties, dont 2 km à 7,3%, plutôt sur la route, avec des passages à 20%, puis 3,2 km à 6,7%, également avec deux passages à plus de 20%, mais cette fois-ci sur les chemins. Je suis donc dès le pied de la bosse, tout en haut de la cassette, et il y a beaucoup de monde à me gêner. Étant sur un plus gros braquet, je suis obligée de rouler plus vite que les autres pour essayer d'avoir une cadence acceptable. Un peu timidement, je finis par passer dans le fossé pour me sortir du bouchon et avancer à mon rythme. Ou devrais-je plutôt dire, au rythme que m'impose le vélo. Premier palier de passé et il est temps de récupérer un peu, car il ne s'agit que de l'entrée. Premier constat, il y a plein de femmes autour de moi et cela me conforte sur le fait que je ne suis pas extraordinaire. Par contre, après ce passage sur route étroite, où j'ai su mieux m'imposer que Raphaël, suivi de la bosse où elle a un braquet plus adapté et donc a pu monter davantage à son rythme, je me dis que je récupère plein de place, c'est positif, mais aussi un pari sur l'avenir, car à doubler tout le monde comme ça, je risque de serrer le moteur avant la fin de la course. Mais pas le choix. Je continue et on verra bien. Nous voilà sur les chemins. Une petite descente me permet de prendre la température sur ma capacité à suivre les habitués du gravel, puis place à la deuxième partie dédiée aux grosses cuisses avec le deuxième palier du col. Bien plus dur cette fois-ci, avec les roches glissantes et de la boue. Il va falloir monter bien assis sur sa selle et oublier la danseuse en moulinant un maximum. Ah oui non, pardon, c'est vrai, je peux pas le faire. Bon bah, full gaz. Je rattrape Lotta Antala, coureuse professionnelle de EF Education et anciennement chez Trek. Elle a gagné une étape de la Vuelta Burgos ainsi que la Nordic Gravel Series Falling Leaves Lati en 2024 et a participé cette année à la course pro Paris-Roubaix. C'est toujours satisfaisant de doubler une pro et je me sens forte à cet instant. Et c'est tant mieux, parce que vu l'énergie dont j'ai besoin pour aller jusqu'au sommet de ce col à ce rythme, j'ai plutôt intérêt que le mental suive. C'est ensuite Puck Moonen que je dépasse, cycliste professionnel jusqu'en 2022, un peu touche à tout et qui a déjà fait les championnats du monde UCI de gravel et qui termine 24e. Un excellent repère pour moi. Mais il ne faut rien lâcher. La partie la plus difficile du col arrive et beaucoup vont avoir des soucis techniques ou tout simplement vont serrer le moteur. C'est ici qu'hier je vous ai partagé mes sensations lors de la reconnaissance. Je sais donc que j'ai réussi à monter une première fois et je veux donc réussir une deuxième fois malgré le rythme bien plus soutenu depuis le pied du col et malgré la chaussée boueuse et glissante.
J'ai tellement respiré fort pour arriver au sommet que j'ai plein de buée partout sur les lunettes et j'étais complètement à l'aveugle sur les derniers mètres de l'ascension. Je m'empresse donc de les retirer pour y voir plus clair. Ça fait du bien, mais c'est pas idéal. Non seulement le sable qui se colle dans mon dos va rayer les verres jusqu'à l'arrivée, j'ai donc dû les remplacer et surtout, désormais, mes yeux n'ont plus de protection face à l'eau et le sable. Bref, place désormais à quelques kilomètres de pilotage. Good. Non, j'ai déraillé. Et oui, même parfaitement réglé juste avant la course, dans de telles conditions, on peut difficilement rencontrer aucun problème technique, avec ce sable mouillé qui vient se coller dans la transmission, et étant dans chaque bosse tout en haut de la cassette, je déraille plus facilement. Raphaël et la coureuse d'EF Education en profitent donc pour me doubler. Nous sommes donc ensemble pour ce nouveau col de 3,3 km pour 6% de moyenne, et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, pas de répit. Le braquet de merde. Ah ouais. Pourtant j'ai mis un plus petit plateau, mais j'ai un dérailleur de vélo route. Elles sont super dures les descentes. Ça glisse hein. Ouais, avec mes pneus temps sec là je suis bien. Et effectivement, il y avait des gros rochers au sol, un peu style VTT, et mouillé, c'était donc très glissant. Je m'en remets donc à Raphaël pour la suivre et faire les bons choix de trajectoire. Mais soudain... Ah, ça va? Ok. Ça va Raphaël? Non, ça va. Sur lui. Is she okay? Ça va Raph? Ça va aller? Ah. C'est ta course. C'est sûr ça va aller? Et au pire je connais Victor, je l'appellerai. T'inquiète pas qu'on va y prendre. Ça va aller. Je vais aller voir si je peux reviser ou pas. Ouais, attends 2-3 minutes, voir si t'arrives à redescendre. Ça va aller? Ouais, je sais pas. T'as mal nulle part ailleurs? Je vais voir si je vais appeler Victor et je vais lui demander Ok, éventuellement s'il a du désinfectant que je regarde et je vois si je continue ou pas. ça marche. Ok. Ok. Bon bah bon courage. Merci. Raphaël s'est blessée. Elle m'a fait peur pour elle, mais elle n'a rien de grave heureusement. Elle s'est en revanche arraché l'ongle du pouce, et au Moyen-Âge, c'était une technique de torture, donc je me sentais complètement désarmée face à sa douleur. Comment avoir la bonne réaction, perdue en pleine forêt, sans secours pouvant venir? Ne parlant pas espagnol, je me sentais encore plus inutile et je ne savais pas quoi faire. Elle m'a dit de repartir, et Victor, le gagnant de la Traka 360 km, étant une connaissance de Raphaël et étant présent, elle va se rapprocher de lui. Je pars donc la boule au ventre, triste pour Raphaël, triste de ne pas continuer cette aventure avec elle, et j'ai aussi peur d'avoir fait le mauvais choix à repartir en la laissant seule. Après avoir repris son calme, elle a continué son chemin jusqu'à la prochaine intersection, où elle a été prise en charge et amenée à l'hôpital. Elle a eu le mauvais réflexe de remettre l'ongle,
et donc avec plein de sable, boue et bactéries en dessous. Elle a donc subi une anesthésie locale pour nettoyer tout ça et a dû prendre une semaine d'antibiotiques. Je peux vous dire que j'ai les ongles plutôt courts, Raphaël aussi, et que désormais on fera encore plus attention à leur longueur pour éviter cela à nouveau. J'ai donc eu une bonne période, complètement plongée dans mes pensées, comme si j'étais sortie de la course. J'ai même eu le temps de penser à toutes ces jeunes filles voulant être jolies sur le vélo, avec des boucles d'oreilles, et qu'elles commettent une énorme erreur. C'est le genre de détail qui fait qu'une simple glissade peut se transformer en gros dégâts. Ce n'est que 20 km plus tard que je me rends compte que je suis revenue sur un groupe à la seule force des pédales et je vois une nouvelle fois EF Education qui m'avait doublé lorsque j'étais en train de voir comment allait Raphaël. Ça réactive en moi un petit goût de compétition et j'aimerais pouvoir finir devant elle. Je vais donc me mettre à l'abri dans ce groupe qui roule plutôt bien pour récupérer un peu et attendre un nouveau moment clé pour tenter de la distancer. Nous arrivons ensemble au ravitaillement et j'ai le droit à une surprise. Je ne m'attendais pas à cette 18e place. Ça change tout. Malgré mon déraillement et malgré mon arrêt pour Raphaël, je suis toujours bel et bien dans la course pour une belle place. J'ai suffisamment à boire et à manger pour continuer sans m'arrêter et je suis d'ailleurs surprise de voir le monde qui s'arrête. Ni une ni deux, j'en profite pour continuer et prendre un coup d'avance. Après tout, leur arrêt va simplement amortir le retard que j'ai pris précédemment et je vais donc simplement retrouver ma véritable place. Je continue seule, puis à deux, avant qu'un petit groupe ne réussisse à revenir sur nous, dont une féminine. Mince. Mais c'est pas grave, on continue notre périple ensemble. Je me sens bien, je ne sens pas les pédales, j'ai aucun coup de fatigue et je prends plaisir malgré les conditions climatiques. Petite erreur de ma part. Avec le mauvais braquet, j'ai été surprise par cette bosse et je suis donc passée de justesse en force. Ça a surpris les gens derrière moi et ils ont donc posé le pied à terre, dont la féminine. C'était involontaire de ma part, combien même cela fait finalement mon affaire. Et maintenant que le mal est fait, autant revenir sur les gars qui sont devant et continuer avec eux. All is good. Non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est du cyclocross avec des pneus gravel. Tout va bien. Vale. Vale, móvete. ¿Puede andar? Sí.
Podemos llevarlo hacia la carretera y lo evacuamos. Dile que se tiene que lo evacuemos nosotros, será más rápido. Aquí. Sube. Come on. Gracias. De nada. Ah putain, il a dû se mandaler, le pauvre. Et en tournant à gauche, on retrouve un second panneau comme on avait eu en début de course. Ceci annonce le col Santegro pour 1,2 km et 7,1% de moyenne. Mais comme vous le voyez, tout le D+ est réuni sur la deuxième moitié du col et on prend donc quasiment 80 mètres d'altitude en 600 mètres de distance. Hop. Putain. Yeah. Thanks for being here. Deuxième fois que je déraille. La pente est trop raide pour mon braquet et la chaîne saute directement. Je m'en suis voulu d'avoir stoppé l'élan de ceux qui étaient derrière moi, mais finalement, les garçons étaient déjà pratiquement tous à pied et en vue du degré de la pente et de la quantité de boue, impossible de monter sur le vélo. Pour avoir parlé avec Alex Métro, arrivé 13e au général sur cette course et qui travaille chez Specialized Toulouse, la tête de course a dû courir aussi dans ce col. C'est tellement n'importe quoi qu'une fois de plus, j'en rigole et je suis dans la bonne humeur. Go. Nice. Les 5 derniers kilomètres sont sous la pluie et une boue bien glissante. Ici, ceux qui ont fait le choix de prendre des pneus slick pour temps sec, comme j'ai pu le faire, se retrouvent terriblement pénalisés. Je n'ai aucune adhérence, je ne peux pas mettre de puissance, sinon je tomberai directement. Putain, comment ça glisse. J'ai les pneus engorgés. Je vais me casser la gueule. Ah. Avec ces pneus-là. Oh, l'horreur. Je pédale comme sur du verglas et c'est frustrant de se voir bridé par son matériel. Les Pathfinder sont incroyables, ils se sont clairement bien défendus sur un terrain qui n'est pas le leur et ils ont résisté aux différentes imperfections de la route malgré que je ne réussisse pas toujours à bien accompagner le vélo pour amortir. Mais avec un temps pareil, je regrette de ne pas avoir choisi les Terra ou les Tracer de chez Specialized qui m'auraient permis de gagner en aisance sur cette partie. Je commence à être refroidi les gars. Dans 5 km on semble arriver. Bon allez, on y va. Oh là là. Ça glissait à un tel point qu'une féminine finit par me doubler dans le dernier kilomètre. Je ne peux pas la suivre, sinon je glisserai. Alors je la vois toute stressée, partir aussi vite que possible. Et moi je me dis que 18e ou 19e, ça ne change pas grand chose. Alors je ne panique pas et je profite de mon arrivée.
Aussi étrange cela puisse paraître, j'ai pris énormément de plaisir durant cette course. Je me reconnais dans cette discipline qui mêle bonne ambiance, soutien mutuel, contact avec la nature et dépassement de soi à la force des jambes. Une discipline que je trouve un peu moins stratégique que les courses sur route et plus difficile, ce qui les rend plus méritantes. J'ai d'ailleurs battu mes records de puissance sur 4 heures, qui étaient de 185 watts réalisés le 15 juin dernier lors des championnats d'Europe Grand Fondo, et qui est désormais passé à 206 watts. Au niveau des classements, il y avait 237 femmes et je termine 19e et 2e amateur. La première n'était autre que celle qui m'a doublé à la fin et qui arrive 14 secondes avant moi. Je comprends donc mieux désormais l'enjeu de ce sprint final. Ce que je retiens, c'est que je fais partie du top 25% qui m'aurait permis de me qualifier au championnat du monde Gravel puisque je suis top 8% et en plus cela en incluant les cyclistes pros qui étaient 28. J'ai donc terminé devant 9 cyclistes professionnels. Si on regarde par tranche d'âge, ce qui compte pour la qualification au championnat du monde, je suis 17e sur 151 en incluant les cyclistes pros et donc top 11%. Au classement général mixte, je suis 202e sur 1081, donc top 18. Bref, qu'importe la méthode de calcul, c'est un carton plein et un pur bonheur de me voir aussi bien réussir sur une première fois et en plus de ça, sur la plus grande épreuve de gravel d'Europe et réputée terriblement exigeante. J'avoue donc que ça change complètement mes plans sur le calendrier, avec, suite à ce beau résultat, plusieurs organisations de gravel qui m'ont contacté pour venir faire leurs courses. Et j'ai donc hâte de vous faire découvrir une autre course de gravel qui sera cette fois-ci en France et qualificative pour les championnats du monde gravel, la 66° Sud qui aura lieu le 13 septembre prochain. Alors abonne-toi et à très vite!